Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Elie Morin et je suis le dirigeant de la structure Pictamap. Donc je vais vous parler un petit peu de ce qu'on propose chez Pictamap pour travailler des enjeux One Health. Et ensuite je vous parlerai d'un cas d'étude appliqué, très appliqué. Donc chez Pictamap, j'ai créé Pictamap pour proposer des outils pour améliorer la santé des territoires. Comme je disais, pour déclencher les bonnes actions dans un contexte One Health à travers des enjeux écologiques pour justement accompagner les territoires dans leur transition écologique et ça à travers des outils cartographiques. Donc des outils cartographiques, des analyses spatiales. Et l'idée c'est d'apporter aussi mon expertise, un accompagnement avec tous les acteurs qu'il y a sur un territoire parce que souvent il faut articuler tout le monde pour arriver à la bonne solution. Donc globalement, les enjeux One Health à travers Pictamap, ils se décrivent comment, ils se déclinent comment? À travers des outils pour suivre l'environnement, ce qui fait écho à la santé des écosystèmes, de l'environnement, des outils pour la biodiversité, pour la santé animale et des outils sur les îlots de chaleur urbains. Là, on vient directement toucher la qualité de vie humaine. On y reviendra tout à l'heure. Donc pour le suivi environnemental, en fait, on propose des outils de suivi de la végétation. Donc on vient faire de l'analyse d'images avec de l'intelligence artificielle, à la fois en milieu urbain. L'idée c'est de décrire les strates de végétation. On voit que voilà, globalement, voir de la végétation, c'est important pour notre santé humaine. Si ça vous parle, il y a la règle 3-30-300 qui existe pour bien vivre en ville. Il faut voir 3 arbres de chez soi, être dans 30% de végétation, dans un quartier de 30% de végétation, et être à moins de 300 mètres d'un espace vert. Si on n'a pas cette information-là sur la végétation urbaine, on ne peut pas travailler sur cette qualité de l'environnement et de vie humaine. On a aussi des problématiques de gestion de l'eau, de biodiversité qu'on peut appréhender à travers cet outil-là. Donc cet outil il est décliné en milieu urbain, mais aussi en milieu rural. L'idée c'est d'apporter des outils pour suivre par exemple les haies. Les haies, c'est un réel enjeu aujourd'hui avec l'érosion du sol, le ruissellement de l'eau. Là, par exemple, je travaille avec Grand Poitiers justement sur cette problématique pour essayer de venir identifier chacun des tronçons de haies et voir sa valeur écologique pour mieux les préserver et les protéger dans le cadre du PLUI. Donc c'est un véritable outil. Comment ils l'utilisent eux derrière, ça leur permet d'avoir un argument scientifique et objectif pour se dire voilà pourquoi on a classé cette haie et pourquoi on l'a protégée, à quel titre. Est-ce que c'est au titre de la biodiversité, de la problématique eau et sol. Et voilà, ça c'est un réel outil qui peut même être juridique s'il y a des attaques sur leur service. Ces mêmes outils nous permettent aussi de suivre l'évolution des parcelles forestières, non seulement dans le temps, mais aussi de manière en 3 dimensions. Et ça, c'est hyper important qu'on a envie de gérer la ressource naturelle et aussi pour des problématiques de biodiversité. Et enfin, pour la surveillance de l'environnement, on est capable de remonter le temps et de décrire ce qu'il y avait avant. Donc là, c'est assez impressionnant si vous devinez un petit peu, c'est Poitiers et son étalement urbain de 1950 à aujourd'hui. Voilà, on imagine assez facilement l'impact que ça a sur à la fois la densité de population humaine, mais aussi sur la biodiversité, sur la gestion des ressources naturelles et agricoles. Donc ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit aussi qu'il y a une évolution du couvert forestier, et c'est ce qu'on observe aussi à l'échelle nationale. Donc voilà, c'est à la fois surprenant, mais aussi ça s'explique. Voilà, donc ça permet d'avoir des indicateurs quantitatifs de combien on a artificialisé les sols, mais aussi de combien de surface on a renaturalisé. C'est aussi des enjeux très actuels. Et là, on a des métriques quantitatives qui restent très terre à terre et qui permettent de prendre les bonnes décisions, en plus de savoir de localiser les zones à enjeu. Deuxième type de service qu'on propose, la biodiversité. Donc là, l'idée, c'est de venir modéliser comment se déplacent les animaux sur un territoire, comment se déplace le hérisson, l'écureuil roux, la pie-grièche écorcheur. En fait, globalement, si on identifie les zones favorables à un organisme, on est capable ensuite de modéliser les chemins qu'il emprunte. Donc savoir où est un écureuil et quel chemin il va emprunter, ça permet de mieux prendre en compte ces enjeux de biodiversité dans l'aménagement du territoire et de se dire, voilà, l'écureuil il passe ici et ici, sur tel site, c'est moins défavorable si on aménage le territoire. Donc ça, c'est un vrai outil d'aménagement du territoire.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des modélisations pour tester des scénarios d'aménagement. Par exemple, si on a l'écureuil roux et le paysage actuel, on peut tester des scénarios d'aménagement, différents scénarios d'aménagement, voir son impact quantitatif sur ce qu'on va appeler la connectivité, mais globalement sur l'aspect favorable d'une zone pour l'écureuil roux. Et surtout, si on le fait pour plusieurs espèces en jeu, clés sur un territoire, on est capable de choisir le meilleur scénario et de trouver les meilleurs compromis en matière d'aménagement du territoire. Et voilà, donc ça, c'est des analyses qui sont différentes d'une zone à une autre. On ne va pas prendre les mêmes espèces à Niort que dans les Pyrénées, par exemple. Donc vraiment, c'est un réel outil qui vient trouver le meilleur compromis vis-à-vis des enjeux écologiques. Et enfin, les îlots de chaleur urbains. Donc là, l'idée, c'est de modéliser, de mesurer des températures à la surface du sol par des images satellites. Donc ce qu'on vient mesurer, c'est la température de surface de la température des surfaces et de voir les zones qui sont plus en surchauffe que d'autres et les zones qui sont plus fraîches que d'autres. On identifie à la fois les îlots de chaleur urbains et les îlots de fraîcheur urbains. Ça, c'est une mesure par satellite. Donc on utilise les capteurs embarqués infrarouge thermique. Donc des températures en degrés Celsius, et on a aussi des modélisations qui permettent là aussi de faire des scénarios d'aménagement avant-après et qui tiennent compte plutôt du ressenti de la température qu'une vraie mesure de température. Mais là, en fait, on tient compte de l'ombre, l'évapotranspiration relarguée par la végétation et l'albédo, la capacité des surfaces à réfléchir le rayonnement solaire et donc à ne pas stocker la chaleur. Donc ça, c'est intéressant parce que là aussi, on peut se dire, si on réaménage un quartier, comment est-ce qu'il faut le faire? On peut le tester, on peut le modéliser, on peut voir quantitativement ce qui se passe derrière. Voilà pour les îlots de chaleur urbains. Et c'est à peu près voilà, tous les services qu'on propose chez Pictamap. Et un cas concret, c'est sur les îlots de chaleur urbains. Pictamap est impliqué dans un programme de recherche. Un programme de recherche qui implique de nombreux acteurs du territoire, que ce soit l'Université de Poitiers, le CHU, Grand Poitiers, des associations. Et on a même plusieurs financeurs, la région Nouvelle-Aquitaine, l'OFB. C'est un programme de recherche qui est porté par deux enseignants-chercheurs, Sophie Beltran-Bec et Nicolas Beck à l'Université de Poitiers. Et forcément, Pictamap est partenaire de ce projet. En fait, ce projet, il vise à comprendre l'impact de l'effet îlot de chaleur urbain et de la chaleur sur la vulnérabilité et la santé des populations du vivant. Le constat, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on a des maisons qui sont neuves. Ça, c'est ma maison. Elle date de 2022 et en fait, elle est super bien isolée, voire même trop bien isolée parce qu'en été, il fait plus de 27 degrés. Et ça, c'est un vrai problème. Surtout quand on a un enfant d'un mois, c'est ma fille, voilà. Et du coup cet été c'était assez compliqué d'avoir un bébé, un nourrisson avec des températures qui atteignaient parfois 30 degrés. Voilà, c'est assez aberrant de se dire on est en 2025 et on a encore des situations comme ça. Autre situation, les tours d'immeubles. Ce qu'on observe et ce qu'on a mesuré, c'est que la température elle augmente au fur et à mesure qu'on monte dans les tours d'immeubles. Là aussi en fait ça devient des vrais fours. Et souvent, c'est des populations qui sont un peu plus fragiles et plus précaires économiquement. Tout ça, forcément, dans un scénario d'augmentation des températures. Donc là, c'est très concret, hein, on reste très terre à terre. Les mesures de température à Poitiers, les températures moyennes annuelles de 1979 à 2024, on voit que globalement, ça augmente. Alors bien sûr, ce n'est pas 2 degrés de plus sur toutes les températures au cours d'une année. C'est vraiment des variations très chaotiques et des extrêmes très forts. Donc, face à ça, en fait, on est venu travailler ce qu'on appelle la vulnérabilité. Ça doit forcément vous parler, la vulnérabilité, mais souvent, on ne sait pas trop comment l'appréhender. Cette vulnérabilité, elle se traduit par 3 composantes. L'exposition à un risque, est-ce qu'on est exposé? Si on n'est pas exposé, on n'est pas vulnérable. La sensibilité, est-ce qu'on est fragile? Si on n'est pas fragile, on n'est pas vulnérable. Et la capacité d'adaptation, est-ce qu'on est en mesure de trouver des solutions pour réduire notre vulnérabilité? Donc globalement, face à la chaleur, l'exposition, c'est est-ce qu'on est exposé à la chaleur? Est-ce que notre logement, il est adapté? Est-ce que notre quartier, il est minéral ou pas? La capacité d'adaptation, ça peut être les moyens financiers. Est-ce qu'on est en mesure d'acheter un climatiseur? Est-ce qu'on a une voiture pour aller dans une forêt quand il fait vraiment beaucoup trop chaud? Le type de logement, est-ce qu'on a une grande maison qui permet de gérer un petit peu la chaleur avec plusieurs pièces, ou est-ce qu'on est dans un petit logement? Et enfin, la sensibilité, donc là, c'est des variables socio-économiques,
de l'âge par exemple, l'isolement social, la distance à un îlot de fraîcheur ou encore les pathologies. Alors ce qui est intéressant avec les pathologies et ce qu'on a pu travailler un peu avec le CHU, c'est que ce qu'on observe, c'est que les entrées aux urgences au CHU sont corrélées au pic de chaleur. Et on a un décalage temporel entre le pic de chaleur et les entrées aux urgences pour certaines pathologies. Entre 3 et 10 jours après un pic de chaleur, on a des entrées aux urgences. Ça, c'est vraiment problématique. Et on voit que cette chaleur, elle exacerbe certaines pathologies. Donc il y a une augmentation des entrées aux urgences. Et si on regarde un petit peu, ce n'est pas la même typologie pour toutes les pathologies. Il y a des personnes, des populations qui sont plus fragiles que d'autres. On a les infarctus du myocarde, la BPCO, les AVC qui touchent plutôt les personnes âgées autour de 70 ans de moyenne d'âge, quand les crises d'asthme sévères touchent plutôt les plus jeunes avec une moyenne d'âge de 14,5 ans. Donc ça, c'est vraiment un résultat pour se dire, ok, il y a des populations qui sont beaucoup plus à risque que d'autres, et si on vient rajouter l'exposition à la chaleur, ça devient un réel problème de santé publique. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu travailler ces 3 composantes dont je vous ai parlé. L'exposition, donc pour ça, on a réalisé une cartographie des îlots de chaleur urbains hybrides avec des données satellitaires et puis des modélisations, comme je vous ai parlé tout à l'heure, pour identifier l'exposition à ce risque. Ensuite, on est venu travailler la sensibilité des populations. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des données socio-économiques sur les revenus, sur la densité de population, sur la fragilité sociale, sur la précarité économique. Et ce qu'on observe, c'est qu'il y a différentes formes de sensibilité. Par exemple, au plateau, à Poitiers, si vous connaissez un petit peu Poitiers, dans le centre de Poitiers, il y a une très forte densité de population par rapport au reste. Et surtout, il y a de très fortes inégalités. On a beaucoup d'étudiants qui vivent sous les combles. C'est une population qui est précaire, en plus de la densité de population qui est forte. Et à contrario, dans les quartiers comme les Couronneries ou les Trois Cités, on a beaucoup de HLM, beaucoup de populations précaires. Donc une autre forme de sensibilité humaine qui vient exacerber la vulnérabilité. Et enfin, la capacité d'adaptation qu'on est venu traduire à l'échelle des quartiers. Et là, ce qu'on observe, c'est qu'il y a de très fortes inégalités territoriales. Et c'est important de localiser quels sont les moyens d'adaptation. Est-ce qu'il y a des logements qui sont grands? Est-ce qu'on a le moyen de lutter efficacement contre la chaleur avec des climatiseurs, etc. Donc tout ça pour dire que quand on recroise l'exposition, la sensibilité et la capacité d'adaptation, on est capable de prendre les bonnes décisions pour savoir où agir et avec quels outils, quels moyens. Donc c'est un peu ça le rôle de la cartographie et de Pictamap aujourd'hui, c'est de trouver des solutions pour savoir où agir. Et enfin, je terminerai simplement par dire que la végétalisation, c'est bien, c'est quelque chose qui fonctionne. On voit dans beaucoup d'études que globalement, la température ambiante diminue quand on a plus de végétation environnante. Mais il ne faut pas oublier que le bâti, ça reste quelque chose d'hyper important en matière d'adaptation face à la chaleur. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui existent avec des solutions qui sont plus ou moins innovantes. Il faut travailler sur l'isolation, le matériau, le cool roofing, donc l'idée de peindre entre guillemets les couleurs des toits en blanc qui permet de réduire la température de surface, la végétalisation, la ventilation, la circulation de l'air et la protection solaire. Donc globalement, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on voit que chaque acteur du territoire a quelque chose à apporter et peut apporter quelque chose sur un aspect de la vulnérabilité face à la chaleur. Les bâtisseurs peuvent travailler sur la qualité des logements, sur l'aménagement du quartier. Les collectivités sur la sensibilité des populations ou encore la capacité d'adaptation, rendre accessibles des îlots de fraîcheur à proximité des zones les plus en demande. Et tout ça pour dire que derrière tout ça, il y a des chiffres. Ok, les chiffres, c'est bien, ça permet de prendre des décisions. Mais au final, c'est une histoire d'humains. Et donc, si on fait les bonnes actions, c'est des humains qui en bénéficieront derrière. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je vais me rapprocher. Oui. Alors les toits végétalisés, je répète la question pour ceux qui n'ont pas entendu. Est-ce que les toitures végétalisées, c'est intéressant? C'est intéressant évidemment d'un point de vue thermique, parce que la végétation, elle vient tamponner la chaleur directement. Par contre, c'est beaucoup plus lourd à mettre en œuvre. C'est-à-dire que c'est coûteux. En général, il faut une sous-couche en dessous. Enfin, c'est vraiment compliqué à mettre en place. Et ça dépend quel type de végétalisation on met. Il y a des jardins qui peuvent être posés sur des toits plats. Déjà, il faut des toits plats.
et ça dépend le type de végétalisation. Ce qu'il faudrait, c'est quelque chose d'assez hybride. Quand on peut végétaliser, on végétalise. Quand on ne peut pas, peut-être du cool roofing en peignant en blanc des surfaces. Et là aussi, il y a beaucoup de problématiques. Quand on peint en blanc, parfois, en fait, avec l'eau, ça vient ruisseler et faire des coulures le long des immeubles parce que la peinture ne tient pas beaucoup. Donc il y a aussi, c'est pas une solution miracle, mais globalement, il faut travailler sur ces deux aspects-là sur les toits. Ouais, ouais. C'est toujours d'actualité les façades végétalisées, mais on n'a pas beaucoup de recul sur l'impact réel sur la température. Et ça vient rafraîchir l'air en relarguant de l'humidité, en évapotranspirant, mais ça ne va pas créer beaucoup d'ombre. Et donc, c'est pas, le rayonnement, il n'est pas direct sur ces surfaces. Donc, c'est plus intéressant sur une surface qui prend beaucoup de rayonnement solaire, parce que c'est des surfaces qui vont être beaucoup plus en surchauffe. Néanmoins, mieux vaut une façade végétalisée que rien du tout, à mon sens. Oui. Oui. Ouais. 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 Oui. 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 Là, typiquement, à Grand Poitiers, on se pose la question comment revégétaliser les zones. Avec certains architectes, c'est compliqué parce que si on vient mettre un arbre, on vient cacher le patrimoine culturel. On vient cacher des beaux bâtiments. Donc il y a de vraies contradictions qui existent. On est en train de travailler dessus. Concernant la couleur des surfaces, des toitures, en fait, en zone pavillonnaire, il y a beaucoup plus de végétation qu'en zone urbaine très dense. Donc on a moins besoin, j'ai envie de dire, de peindre des maisons dans des lotissements parce qu'on a forcément de la végétation autour et que globalement la température n'est pas aussi élevée qu'en zone urbaine dense avec des grands immeubles. Donc ce qu'il faut faire, c'est plutôt dans les zones denses travailler sur cette notion de couleur sur des fortes densités urbaines.